Il avait posé le téléphone sur la table et regardé l'écran s'éteindre. Dans l'obscurité du salon, seule la lueur froide d'un lampadaire filtrait à travers les rideaux mi-clos. Ses mains ne tremblaient plus. Elles avaient arrêté de trembler vers 3 heures du matin, au moment précis où quelque chose s'était brisé en nuit, avec un craquement presque audible. Dans le portefeuille ouvert devant lui, il y avait 2 photos. La première, leur portrait pris à Venise il y a 8 mois. Elle riait, la tête renversée, les cheveux balayés par le vent du canal. La seconde, tirée d'une caméra de surveillance, datée du jeudi précédent, montrait Isabelle sortir d'un immeuble qu'il ne connaissait pas, à une heure dont elle avait dit qu'elle était chez sa mère. Sur cette photo, elle ne riait pas. Et l'homme qui tenait la porte derrière elle n'était pas son frère. Ce soir-là, Maxime Renard avait compris que sa vie n'était pas ce qu'il croyait qu'elle était. Mais ce qu'il allait découvrir dans les jours suivants était infiniment pire qu'une simple trahison amoureuse. Revenons au début. 6 mois auparavant, Maxime vivait à Paris, dans un appartement du 16e arrondissement que son cabinet d'investissement lui avait permis d'acquérir à 34 ans. 90 mètres carrés avec parquet en chêne, plafond à moulure et une vue sur les toits qui, certains soirs d'automne, prenaient des teintes orangées que même lui, qui se considérait peu sensible à l'esthétique, trouvait remarquables. Il n'était pas du genre à décrire sa vie comme parfaite. Il avait assez travaillé pour connaître le prix des choses. Mais si on lui avait posé la question, en mars de cette année-là, il aurait répondu que non. Il ne se plaignait pas. Son cabinet gérait des portefeuilles d'une valeur cumulée de 120 millions d'euros. Il avait 2 associés. Une assistante qui anticipait ses besoins avant qu'il les formule, et un appartement dans lequel rentrer le soir avec la sensation que quelque chose l'attendait. Depuis Isabelle, surtout. Il l'avait rencontrée lors d'une soirée privée organisée par un client de luxe, une de ces réceptions où les gens portaient des verres de champagne plus pour avoir une contenance que par soif réelle. Elle parlait à 2 hommes en faisant des gestes précis qui indiquaient qu'elle connaissait son sujet. Et ce sujet, il l'apprit plus tard, c'était l'architecture intérieure des fonds spéculatifs européens. Elle avait 31 ans, travaillait comme consultante financière indépendante et avait sur lui l'effet que peu de personnes avaient eu depuis ses 20 ans. Elle le forçait à être attentif. Pas seulement à elle, mais à ses propres mots, à la précision de ce qu'il disait. Leur première conversation avait duré 2 heures et demie. Il avait quitté la soirée avec son numéro et le sentiment obscur d'avoir raté quelque chose d'important dans sa vie jusqu'à ce soir-là. Isabelle Marchand, grande, cheveux châtains coupés sous l'épaule, une façon de sourire légèrement en retard sur ce que les gens attendaient d'elle, comme si elle évaluait d'abord si ce sourire était mérité. Elle vivait dans un appartement du 11e arrondissement qu'elle décrivait comme fonctionnel, ce qui était exact. Livres sur chaque surface disponible, un bureau encombré de dossiers, une cuisine manifestement peu utilisée. Elle commandait ses repas en ligne et lisait pendant qu'elle mangeait. Maxime, qui avait l'habitude des femmes qui lui accordaient une attention soutenue, prouva dans cette relative indifférence quelque chose d'irrésistible. Elle ne l'impressionnait pas. Elle l'intéressait. Ce n'était pas la même chose. Ils avaient commencé à se voir régulièrement à partir de mai. Dîner dans des restaurants qu'elle choisissait, promenades dans des quartiers qu'il ne fréquentait pas, conversations qui se poursuivaient en marchant parce qu'aucun des deux n'avait envie de s'arrêter. Il avait remarqué, sans y attacher d'importance particulière, qu'elle posait des questions précises sur son travail. Pas le genre de questions flatteuses que les gens posaient pour paraître intéressés, mais des questions techniques, parfois dérangeantes, qui le forçaient à réfléchir à ses propres pratiques. Il aimait ça. Il aimait qu'elle soit capable de le remettre en question sans que cela ressemble à une attaque. En août, elle s'était mise à rester le week-end. En septembre,
Une brosse à dents était apparue dans sa salle de bain. En octobre, sans qu'il l'ait formellement décidé, ils vivaient ensemble. La bague de fiançailles avait suivi en décembre. Une soirée simple, chez eux, pas de mise en scène. Isabelle n'aurait pas apprécié la mise en scène, juste un dîner qu'il avait préparé lui-même pour la première fois depuis des années. Une bouteille de Bourgogne qu'il avait gardée pour une occasion à la hauteur, et le petit écrin posé à côté de son assiette au moment du dessert. Elle l'avait regardé pendant un long moment avant d'ouvrir l'écrin. Puis elle avait levé les yeux vers lui avec une expression qu'il avait interprétée comme de l'émotion et avait dit d'une voix légèrement enrouée « Oui ». Ce soir-là, il avait cru que c'était l'une des meilleures décisions de sa vie. Il y avait repensé souvent par la suite à ce mot « croire ». Les premières semaines de l'année nouvelle s'étaient déroulées dans une routine que Maxime trouvait confortable sans l'être devenue par habitude. Isabelle travaillait depuis chez eux plusieurs matins par semaine, installée à son bureau avec ses dossiers et son café noir, tapant avec une concentration totale pendant des heures. Elle se levait avant lui. Et quand il sortait de la chambre vers 7h30, la cafetière était chaude, et il y avait parfois un article de presse qu'elle avait jugé pertinent, posé sur le comptoir, marqué d'un post-it, avec 2 mots maximum. Il avait trouvé ce rituel touchant. Il le trouverait autrement, plus tard. Il y avait eu des détails, pas des alarmes, des détails. La façon dont elle avait répondu à un appel téléphonique un vendredi soir, en se levant de table et en marchant vers le couloir, voix basse. Il n'y avait pas pensé 2 fois. Tout le monde avait des conversations privées. La fois où il avait vu le nom T. Morel apparaître sur l'écran de son téléphone et où elle avait posé sa main dessus avec un geste presque imperceptible avant de regarder ailleurs. Il avait demandé distraitement « C'est un client ?» Elle avait répondu « Oui, un peu pénible ». Il n'avait pas posé d'autres questions. Pourquoi l'aurait-il fait? Les gens avaient des clients pénibles. Et puis, il y avait eu ce mercredi de février où elle était rentrée plus tard que prévu en disant qu'elle avait eu un déjeuner qui s'était prolongé et où il avait remarqué que la semelle de ses chaussures était légèrement humide, malgré une journée sans pluie. Il avait regardé cette semelle une fraction de seconde. Et il s'en était souvenu plus tard, beaucoup plus tard, avec la précision que prennent les détails quand on comprend enfin ce qu'ils signifiaient. Le premier vrai signal, celui auquel il n'avait pas su donner de nom sur le moment, mais qui s'était installé quelque part en lui comme un corps étranger, datait d'un dimanche de mars. Ils étaient sortis déjeuner chez des amis à lui, Antoine et Sarah, dans leur maison de Vincennes. Un repas agréable, vin, rire, leur fils de 4 ans qui courait entre les chaises. À un moment, Sarah avait mentionné en passant qu'elle cherchait un cabinet pour gérer la succession de sa mère. Et Isabelle avait dit, avec une naturelle parfaite, « Je connais quelqu'un de très bien à Lyon. » Puis elle avait changé de sujet. Maxime n'avait rien dit, mais il avait pensé « Lyon » et ne lui avait jamais parlé de contact à Lyon, et n'avait jamais mentionné avoir travaillé là-bas. Ce n'était pas une contradiction, c'était une lacune. Et les lacunes, dans son métier, méritaient attention. Il n'y avait pas donné suite, mais dans la voiture du retour, il avait regardé son profil et pensé, pour la première fois depuis des mois, qu'il ne connaissait peut-être pas aussi bien qu'il le croyait, la femme assise à côté de lui. Ce sentiment s'était dissipé avant qu'ils arrivent chez eux. Il aurait aimé qu'il reste. Les choses s'étaient précipitées 1 mois plus tard. Mi-avril, un lundi. Isabelle avait annoncé la veille qu'elle devrait se rendre à Bordeaux le mercredi pour rencontrer un client dans le secteur viticole. Rien d'inhabituel, elle avait des clients dispersés sur tout le territoire, voyageait régulièrement. Maxime avait dit bien sûr et était passé à autre chose. Mais le lundi matin, en cherchant un stylo dans le bureau commun qu'il partageait pour les papiers administratifs, sa main avait heurté un dossier glissé sous la pile des factures. Il l'avait ouvert machinalement. C'était une carte de visite,
Et sur cette carte était imprimé Thomas Morel, directeur associé, gestion de patrimoine privé, Lyon. Il avait retourné la carte entre ses doigts. Thomas Morel. T. Morel. Le client pénible. Directeur associé dans un cabinet concurrent au sien. Maxime avait posé la carte sur le bureau et était resté debout dans la pièce silencieuse. Le bruit du café en train de couler depuis la cuisine, parvenant jusqu'à lui, comme depuis une grande distance. Il avait repris la carte. Il avait regardé l'adresse. Lyon, Bordeaux. Ce n'était pas la même ville. Mais Thomas Morel n'était peut-être pas un client. Et si Thomas Morel n'était pas un client, alors Isabelle ne se rendait peut-être pas à Bordeaux. Il avait glissé la carte dans sa veste. Il n'avait rien dit à Isabelle. Il n'avait pas su comment commencer cette phrase. Le mardi soir, il l'avait regardé faire sa valise avec une précision tranquille. Vêtements pliés, toilette organisée, les petites habitudes qu'il connaissait. Et il avait ressenti quelque chose de précis dans sa poitrine. Pas de la douleur exactement. Plutôt la sensation d'une fissure dans du verre, fine, qui ne s'était pas encore propagée. Elle lui avait souri en fermant le bagage. « Je rentrerai jeudi soir. » Il avait souri en retour. Ses mâchoires lui avaient fait mal pendant des heures après. Le mercredi matin, après son départ, Maxime avait pris le téléphone. Il avait appelé Marc Desvilles, un ami de longue date qui travaillait dans la sécurité privée après avoir passé 15 ans dans la police judiciaire. Ils se connaissaient depuis l'université, et il y avait entre eux ce genre de confiance qui ne nécessitait pas de préamble. Maxime avait dit « J'ai besoin d'une faveur ». Marc avait répondu « Dis-moi ». Maxime avait donné le nom, une description, une date. Marc lui avait dit qu'il rappellerait dans la journée. Maxime avait raccroché, regardé par la fenêtre les toits de Paris dans la lumière du matin, et s'était demandé si c'était la décision d'un homme raisonnable ou d'un homme en train de perdre pied. Il ne savait pas encore que les deux n'étaient pas incompatibles. Marc avait rappelé en fin d'après-midi. Isabelle Marchand n'était pas à Bordeaux. Elle était à Lyon. Elle avait pris le TGV de 8h42 au départ de la gare de Lyon. Et elle se trouvait en ce moment dans le 3e arrondissement. Thomas Morel avait un appartement dans le 3e arrondissement. Maxime n'avait pas répondu immédiatement. Il avait entendu Marc lui demander si tout allait bien. Il avait dit « Oui, continue ». Marc avait dit qu'il pouvait aller plus loin si Maxime le souhaitait. Photos, horaires, contacts. Maxime avait dit oui. Puis il avait posé le téléphone et s'était assis. Dans sa main, son stylo avait laissé une marque bleue sur sa paume. Il l'avait serrée sans s'en rendre compte. Il avait regardé cette marque pendant un moment. Puis il s'était levé et avait préparé un café qu'il n'avait pas bu. Les photos étaient arrivées le lendemain matin, envoyées par Marc dans un fichier sécurisé avec un mot de passe. Maxime les avait ouvertes sur son écran d'ordinateur, dans son bureau fermé, debout. La première photo montrait Isabelle entrant dans un immeuble de la rue Servien. La deuxième, prise depuis l'autre côté de la rue, la montrait debout, dans ce qui semblait être un couloir visible depuis une fenêtre, face à un homme de dos, grand, cheveux sombres. La troisième photo avait été prise le soir. Isabelle et l'homme sortaient ensemble de l'immeuble, côte à côte, et sa main à lui était dans le bas de son dos. Pas un geste anodin, pas une main de collègue ou d'ami, une main qui indique une possession tranquille. Une main qui connaît très bien où elle se pose. Maxime avait regardé cette troisième photo pendant longtemps. Il ne ressentait pas de rage, pas encore. Ce qu'il ressentait était plus proche d'une nausée calme, comme si quelque chose qu'il avait mangé se retournait contre lui, lentement et méthodiquement. Il avait fermé le fichier, il avait ouvert la fenêtre. L'air de Paris au matin d'avril
sentait le diesel et le tilleul en même temps. Et cette combinaison absurde lui était restée en mémoire pour des raisons qu'il ne comprenait pas tout à fait. Isabelle était rentrée le jeudi soir comme prévu. Elle avait posé sa valise dans l'entrée, était venue l'embrasser en disant que Lyon, elle avait dit Lyon sans se reprendre, sans sursaut, avec une fluidité parfaite qui lui apprit immédiatement qu'elle était habituée à ce genre de choses, que Lyon était épuisant et que le client était exigeant, et sentait un parfum léger qui ne lui connaissait pas. Elle avait demandé comment s'était passée sa semaine. Il avait répondu que c'était calme. Ils avaient dîné ensemble. Elle avait ri à quelque chose qu'il avait dit. Il avait souri en retour. À un moment, son téléphone avait vibré sur la table, et il avait vu du coin de l'œil qu'elle l'avait retourné face contre la nappe d'un geste si naturel qu'elle devait le faire depuis longtemps. Il avait remarqué que sa propre respiration était parfaitement régulière. Il était calme, d'une façon qui ne s'était pas connue jusqu'alors, un calme qui n'était pas de la sérénité, mais quelque chose de plus froid, plus concentré. Le calme d'un homme qui a décidé quelque chose et qui attend le bon moment. Ce soir-là, une fois qu'Isabelle dormait, il s'était installé au bureau et avait commencé à réfléchir. Pas à la trahison sentimentale, il gérerait ça, d'une façon ou d'une autre. Ce qui l'occupait, c'était une question différente, plus précise. Thomas Morel, directeur associé dans un cabinet de gestion de patrimoine privé. Isabelle était consultante financière indépendante. Si leur relation n'était pas simplement une liaison amoureuse, et quelque chose dans ses tripes lui disait qu'elle ne l'était pas, alors quel était le lien professionnel entre eux? Il avait ouvert son ordinateur et commencé à chercher. Thomas Morel. Le nom apparaissait dans plusieurs articles de presse économique, principalement lyonnaise. Cabinet Morel et Associés, fondé 7 ans auparavant, spécialisé dans la gestion de fortunes privées et dans les placements alternatifs. Maxime avait lu attentivement. Les placements alternatifs. C'était vague. Vague d'une façon qui pouvait signifier beaucoup de choses. Il avait cherché le nom d'Isabelle associé au cabinet Morel. Rien dans les résultats publics. Il avait cherché ses anciens employeurs. Elle lui avait parlé de 2 ou 3 postes avant de s'installer à son compte, et les noms qu'elle avait cités correspondaient à des entreprises qui existaient. Mais en cherchant plus précisément, il avait trouvé quelque chose qui l'avait arrêté. Dans la liste des membres fondateurs d'une petite association professionnelle lyonnaise, constituée 5 ans auparavant, figuraient 2 noms côte à côte, Thomas Morel et Isabelle Marchand. 5 ans. Ils se connaissaient depuis 5 ans. Isabelle travaillait avec cet homme depuis avant de le rencontrer, lui. Maxime avait fermé l'ordinateur et s'était levé. Dans la chambre, il entendait la respiration régulière d'Isabelle. Il était resté debout dans le couloir pendant plusieurs minutes, adossé au mur, les yeux ouverts dans le noir. Et pour la première fois, une pensée s'était formée dans son esprit avec une clarté glaciale. Et si leur rencontre n'était pas un hasard? Le lendemain matin, il avait rappelé Marc. Cette fois, la demande était différente. Il voulait tout. Les antécédents professionnels complets d'Isabelle Marchand, ses comptes bancaires dans la mesure du possible, ses clients réels, pas ceux qu'elle avait cités. Et il voulait savoir exactement ce que faisait Thomas Morel depuis 18 mois. Marc l'avait écouté sans l'interrompre, puis avait dit « Ça va prendre du temps ». Maxime avait répondu « J'ai le temps ». Marc avait demandé, avec la franchise directe qui était sa marque de fabrique, « Tu sais dans quoi tu t'embarques ?» Maxime avait regardé par la fenêtre. Dans le salon, Isabelle préparait son café, de dos, portant son peignoir bordeaux, et ses cheveux étaient défaits dans son dos. Il avait répondu « Non. Et c'est pour ça que j'ai besoin que tu cherches. » Les jours suivants, Maxime avait maintenu une façade dont il n'aurait jamais cru être capable. Il était attentif, présent, posait des questions sur son travail, proposait des sorties le week-end.
Il avait pris conscience, avec une lucidité amère, qu'il était bon à ce jeu, meilleur qu'il ne l'aurait souhaité, et que cette qualité lui avait peut-être été enseignée, en partie, par la femme qui l'observait désormais avec des yeux différents. Car il l'observait, non pas comme un jaloux surveille, il n'y avait pas de désordre émotionnel dans ce qu'il faisait, mais comme un enquêteur que lui-même aurait mandaté. Il notait les appels pris dans une pièce fermée, la façon dont elle orientait ses écrans quand il passait derrière son bureau, la fois où elle avait dit avoir rendez-vous avec une cliente nommée Sophie Arnaud et où, en tapant distraitement ce nom dans un moteur de recherche, il n'avait rien trouvé de cohérent avec le profil qu'elle en avait donné. Les résultats de Marc étaient arrivés par étapes, comme des vagues successives d'une marée montante. La première vague, Isabelle avait bien travaillé dans les 2 entreprises citées, mais dans l'une d'elles, son poste avait été différent de ce qu'elle lui avait décrit. Non pas consultante senior, mais analyste, à un niveau hiérarchique nettement inférieur. Un détail, pas un mensonge grave. La deuxième vague, une semaine plus tard, l'un des clients qu'Isabelle lui avait mentionné comme référence n'existait pas sous la forme décrite. Une société du nom qu'elle avait cité existait bien, mais avait été dissoute 3 ans auparavant. Ce n'était plus un détail. La troisième vague, qui arriva un vendredi en fin de journée, était différente des 2 premières dans sa nature même. Marc avait appelé plutôt qu'envoyé un message. Il avait dit « Maxime, j'ai quelque chose. Il faudrait qu'on se voie en personne. » Il s'était retrouvé dans un café du 14e arrondissement, loin de chez lui. Marc était arrivé avec une enveloppe Kraft qu'il avait posée sur la table sans l'ouvrir immédiatement. Il avait commandé un café. Puis il avait regardé Maxime avec une expression que Maxime lui connaissait depuis 20 ans. L'expression de quelqu'un qui choisit ses mots, parce que les mots qui viennent naturellement ne sont pas ceux qu'on devrait dire. Marc avait dit « Thomas Morel est sous surveillance de l'autorité des marchés financiers depuis 10 mois. Ses activités sont suspectées d'inclure de la gestion non déclarée pour des clients offshore et des placements qui ressemblent à du blanchiment. Rien de formalisé encore. Mais la surveillance est réelle. » Maxime avait attendu. Marc avait ouvert l'enveloppe. Il avait posé une feuille sur la table. Une capture d'écran d'un registre de mouvements bancaires, avec certains montants mis en évidence. Isabelle Marchand a reçu sur un compte que nous avons localisé 3 virements en provenance de sociétés liées à Morel. Le premier date de 8 mois, le deuxième de 6 mois. Le troisième, Marc avait marqué une pause. Le troisième date de 2 mois après votre fiançaille. Maxime n'avait pas bougé. La cuillère posée dans sa soucoupe à café avait tintéclé légèrement quand une camionnette avait fait vibrer la vitrine en passant dans la rue. Il avait fixé ce tintement pendant un moment. Puis il avait dit, d'une voix qu'il ne reconnaissait pas tout à fait, « Combien ?» Marc lui avait montré le chiffre. 140 000 €, répartis en 3 versements. Maxime avait regardé ce chiffre. Puis il avait regardé Marc. Pourquoi faire ? Marc avait répondu lentement. On ne sait pas encore. Mais Maxime, il s'était arrêté. Maxime avait fini la phrase. Tu penses que c'est moi, la cible ? Marc n'avait pas dit non. Il avait dit qu'il n'avait pas encore la preuve de quoi que ce soit. Mais il avait dit que le timing des virements, associé à la façon dont Isabelle avait évolué autour de lui, autour de ses finances, de ses clients, de ses placements, méritait une attention sérieuse. Il avait dit qu'avant d'aller plus loin, il voulait que Maxime contacte discrètement son expert comptable et son avocat, juste pour vérifier. Maxime avait regardé par la fenêtre le boulevard mouillé par une averse récente. Les voitures faisaient des bruits de surface liquide sur l'asphalte. Il avait pensé à la première soirée, à Isabelle,
qui parlait à deux hommes avec des gestes précis. Il avait pensé aux questions qu'elle lui posait sur son travail, si techniques, si pertinentes. Il avait pensé à la brosse à dents apparue dans sa salle de bain, aux post-it sur les articles de presse, à la bague dans son écrin, ouverte avec une lenteur calculée. Son estomac s'était contracté lentement, comme une main qui se referme. « D'accord, » avait-il dit, « je vais vérifier. » Ce soir-là, rentrant chez lui, il avait regardé Isabelle cuisiner dans la lumière de la cuisine. Elle avait décidé de faire des pâtes, une rareté, et chantonnait quelque chose à voix basse. Et pour la première fois, ce spectacle de vie ordinaire lui était apparu comme un décor, soigneusement construit, bien éclairé, mais un décor. Ce n'était pas de la rage qu'il ressentait, c'était quelque chose de plus complexe et de plus froid. La sensation d'être dans une pièce dont il croyait connaître les murs et de réaliser que les murs sont peints sur une toile et que derrière, il y a du vide. Il avait appelé son expert comptable, Bertrand, le lendemain matin, depuis son bureau au cabinet, porte fermée. Il lui avait demandé de passer en revue les documents que lui avait fournis Isabelle quand ils avaient commencé à parler de leurs finances communes. Rien n'était encore mélangé légalement. Ils étaient fiancés mais pas mariés. Mais il y avait eu des conversations, des projets, des documents préparatoires à une éventuelle gestion commune de certains actifs. Bertrand avait dit qu'il regarderait ça dans la journée. 2 heures plus tard, il avait rappelé. Sa voix avait une qualité particulière, la qualité de la voix d'un professionnel qui a trouvé quelque chose d'anormal et qui mesure la façon de le présenter. Il avait dit « Dans les projections de partage d'actifs que tu m'avais transmises pour éventuel notaire, il y a un document qui prévoit une procuration sur tes comptes professionnels en cas de déplacement prolongé ou d'incapacité temporaire. Tu l'as signé ?» Maxime avait serré le bord de son bureau. « Je n'ai pas signé ça. » Bertrand avait répondu. « La signature qui figure sur ce document ressemble à la tienne. » Il y avait eu un silence. « Mais tu dis que tu ne te souviens pas de l'avoir signé. » Maxime avait répondu. « Je ne me souviens pas de l'avoir signé, parce que je ne l'ai pas signé. » Bertrand avait dit, avec précaution, « Il faudrait faire expertiser. » Maxime avait raccroché et regardé le mur en face de lui. La procuration. 140 000 € en 3 versements. Thomas Morel, sous surveillance de l'AMF. Isabelle et Morel, associés depuis 5 ans. Leur rencontre dans cette soirée. Qui avait organisé cette soirée? Il avait fouillé sa mémoire. La soirée avait été organisée par un client du cabinet, Édouard Vernet, PDG d'un groupe de distribution. Vernet et Morel. Il avait cherché immédiatement. Il avait trouvé en moins de 4 minutes que Vernet et Morel avaient un investissement commun dans une société luxembourgeoise fondée il y a 7 ans. 7 ans. Avant Isabelle. Avant la soirée. Il s'était levé de sa chaise. Sa respiration était normale. Ses mains étaient stables. Mais quelque chose dans sa vision avait changé. Pas physiquement, mais structurellement. Comme si la lumière dans la pièce avait subi une rotation de quelques degrés et que tout ce qu'il voyait était légèrement, mais irréversiblement différent. Il avait été choisi. Isabelle l'avait choisi. La soirée avait été le point de départ d'une opération dont lui était la cible. Et cette opération durait depuis plus d'1 an. Il avait passé les 2 jours suivants dans un état qui ressemblait extérieurement à sa normalité habituelle et qui en était intérieurement l'opposé absolu. Il dormait peu, 2 ou 3 heures par nuit, couché dans le noir, à côté d'Isabelle, dont la respiration régulière lui semblait maintenant appartenir à une étrangère. Il réfléchissait, il construisait, avec la méthode qu'il avait développée dans sa vie professionnelle,
une architecture de faits, de preuves, de connexions. Il avait contacté un avocat spécialisé en droit financier, maître Christophe Favre, qu'il connaissait de réputation. Il l'avait vu un mardi matin à 7h30, avant l'ouverture officielle de son cabinet, dans un bureau qui sentait le papier et le café fort. Favre avait lu les documents que Maxime lui avait apportés. Les captures d'écran des virements fournis par Marc, la carte de visite, les informations sur l'association professionnelle, la procuration suspecte. Et il avait posé les feuilles sur son bureau avec une lenteur délibérée. Il avait dit « Si ce que vous me présentez est exact, vous avez affaire à une tentative d'escroquerie de haute sophistication. La procuration non signée, si l'expertise graphologique confirme la falsification, constitue un faux en écriture privée. Les virements soulèvent des questions sur un éventuel abus de confiance, voire une participation à des pratiques de gestion irrégulières si les fonds liés à Morel sont compromis. » Il avait regardé Maxime. La question qui détermine la stratégie est la suivante. Voulez-vous vous en sortir discrètement ou voulez-vous que ces gens soient poursuivis? Maxime avait répondu sans hésiter, les deux. Favre avait dit qu'il faudrait agir en 2 temps. Premièrement, sécuriser ses comptes et invalider tout document suspect avant qu'il puisse être utilisé. Deuxièmement, rassembler suffisamment de preuves pour une plainte pénale. Pour la première partie, il pouvait agir immédiatement et discrètement. Blocage des accès, révocation de toute procuration, notification à sa banque. Pour la seconde, il faudrait être patient et méthodique. Favre avait ajouté « Il est impératif que vous ne laissiez rien paraître à votre fiancé tant que nous ne sommes pas prêts. La moindre alerte pourrait lui donner le temps de faire disparaître des éléments ou de quitter le territoire. » Maxime avait acquiescé. Il avait pensé à Isabelle chantonnant dans la cuisine. Il avait dit « Je sais me taire quand il le faut. » La semaine qui avait suivi était la plus longue de sa vie. Il avait déjeuné 2 fois avec Isabelle dans des restaurants qu'elle aimait. Il avait répondu à ses messages avec la régularité habituelle. Un soir, elle avait posé sa tête sur son épaule pendant qu'il regardait quelque chose à la télévision, et il n'avait pas bougé. Son bras autour de ses épaules, comme chaque fois, et il avait regardé l'écran sans rien voir. Il pensait au virement. Il pensait à la procuration. Il pensait à la soirée de leur rencontre, à Édouard Vernet, à un plan ourdi des mois avant qu'il pose les yeux sur elle pour la première fois. Et il pensait, avec une précision particulièrement douloureuse, à tous les moments qu'il avait pris pour de la réalité et qui étaient de la mise en scène. Les questions sur son travail, l'intelligence admirée, les post-it sur les articles de presse, la façon de sourire légèrement en retard. Ce retard dans le sourire. Il avait cru que c'était de l'authenticité, c'était du contrôle. Marc lui avait apporté de nouveaux éléments un jeudi. Cette fois, il avait le schéma complet, ou presque. Thomas Morel utilisait un réseau de clients relais pour déplacer des fonds de manière non déclarée, avec des commissions gérées par des intermédiaires de confiance. Isabelle était l'un de ces intermédiaires. Son rôle spécifique dans l'opération visant Maxime consistait à accéder à ses comptes professionnels via la procuration falsifiée et à y rediriger temporairement des fonds provenant de clients de Morel, le temps qu'ils disparaissent dans des placements offshore. La durée prévue de l'opération, à en juger par les communications que Marc avait pu partiellement reconstituer, était d'environ 3 mois à compter de la date du mariage. Maxime avait regardé cette dernière partie. À compter du mariage. Ils attendaient le mariage. Pour certaines raisons légales sans doute, la confusion des patrimoines, la légitimité de la procuration dans un contexte conjugal. Elle avait dit oui pour une question de calendrier.
Le mot qui avait semblé le plus sincère de leur relation n'était qu'une mesure d'optimisation opérationnelle. Il avait fermé les yeux une seconde. Dans ses tempes, un battement régulier et lourd. Puis, il les avait rouverts. Combien de temps il nous faut pour être prêts? Marc avait répondu 10 jours. Il avait rappelé Favre dans la journée. Ensemble, ils avaient établi un plan. Dans 10 jours, Favre aurait transmis à l'AMF, qui enquêtait déjà sur Morel, l'ensemble des éléments relatifs à Isabelle. La procuration aurait été soumise à expertise graphologique par un laboratoire indépendant. Les comptes de Maxime auraient été intégralement sécurisés. Et une plainte pénale serait déposée simultanément contre Isabelle Marchand et Thomas Morel pour faux, usage de faux, tentative d'abus de confiance et complicité dans une fraude financière. Marc, de son côté, aurait fourni à la brigade financière les éléments de surveillance qu'il avait compilés. Favre avait dit « Ça ne sera pas propre, ça va faire du bruit. Êtes-vous prêt à ça ?» Maxime avait répondu « Je préfère que ça fasse du bruit maintenant que de perdre silencieusement ce que j'ai mis 15 ans à construire. » Les 10 derniers jours en présence d'Isabelle avaient été une expérience dont Maxime n'avait aucun mot adéquat. Il avait continué. Il avait souri, parlé, cuisiné un soir, proposé un week-end à Lyon. Il y avait quelque chose d'un peu cruel dans ce choix, et il le savait. Qu'Isabelle avait décliné avec une raison parfaitement plausible. Il l'avait regardée travailler à son bureau, concentrée, sérieuse, la mine de professionnelle qu'il avait admirée. Il avait pensé que si les circonstances avaient été différentes, s'ils s'étaient rencontrés autrement, il aurait peut-être aimé cette femme pour ce qu'elle était réellement. Elle était intelligente, elle était méthodique. Elle s'était trompée d'usage de ses qualités, mais les qualités étaient réelles. Cette pensée ne l'adoucissait pas envers elle. Elle lui donnait juste une forme de tristesse supplémentaire, plus abstraite que la trahison elle-même. La nuit précédant le jour J, un jeudi, Maxime n'avait pas dormi. Il s'était levé à 2 heures du matin, avait marché jusqu'à la cuisine, fait chauffer de l'eau pour un thé qu'il avait laissé refroidir sans y toucher. Par la fenêtre, Paris était silencieuse à cette heure. Pas vraiment silencieuse. Paris ne l'était jamais. Mais ces bruits étaient différents, plus aléatoires. Les bruits d'une ville qui ne se repose pas, mais qui respire autrement. Il avait pensé à ses parents. Son père, comptable, l'avait élevé dans l'idée que la rigueur était la seule forme de liberté réellement disponible. L'idée qu'on ne pouvait compter sur rien si on ne pouvait pas compter sur soi-même. Il s'était demandé ce que son père aurait pensé de cette situation, puis il avait décidé qu'il lui dirait. Pas ce soir, mais bientôt. Il avait regardé son reflet dans la vitre de la fenêtre, superposé aux lumières de la ville. Il n'avait pas l'air d'un homme qui vient d'apprendre qu'il a été la cible d'une escroquerie pendant plus d'1 an. Il avait l'air d'un homme qui a fait le tour d'un problème et qui sait par où entrer. Ce n'était pas de la confiance mal placée, c'était de la préparation. Il avait retourné s'asseoir dans le salon, avait sorti le dossier de Favre et l'avait relu une dernière fois dans le silence de l'appartement. Tout était là, tout était en ordre. Le thé avait refroidi dans sa tasse. Il n'y avait plus rien à attendre. Le vendredi matin était arrivé avec un soleil net et froid, le genre de lumière de mai qui éclaire tout brutalement sans réchauffer. Maxime s'était habillé avec soin, costume gris, cravate, les chaussures qu'il réservait aux réunions importantes, et Isabelle, qui le regardait de la salle de bain, avait dit avec un sourire « Tu as quelque chose d'important aujourd'hui ?» Il avait répondu « Oui ». Il n'avait pas précisé. Elle n'avait pas demandé. Il était parti à 7h30, après l'avoir embrassée sur la joue. Ses lèvres avaient touché sa pommette avec la même pression que n'importe quel autre matin, et il avait pensé « la dernière fois ». Il était allé directement au cabinet Favre. À 9h,
La plainte était déposée. À 10 heures, les enquêteurs de la brigade financière, en coordination avec l'AMF, avaient obtenu une commission rogatoire permettant les vérifications et les saisies nécessaires. À 11 heures, 2 officiers de police judiciaire s'étaient présentés à l'appartement. Maxime n'était pas là. Favre avait recommandé qu'il ne soit pas présent pour l'interpellation, pour des raisons juridiques et pratiques. Il avait attendu dans le bureau de Favre, assis dans un fauteuil en cuir, regardant la télévision allumée en sourdine sur une chaîne d'information. À 11h42, Favre avait reçu un appel. Il avait raccroché et regardé Maxime. Elle a été placée en garde à vue. Maxime avait hoché la tête. Il avait regardé l'écran de télévision. Un reportage sur des jardins communautaires à Strasbourg. Des personnes âgées en train de planter des tomates. Il avait pensé qu'il ne savait pas si les tomates aimaient le soleil de mai. Il avait pensé qu'il apprendrait peut-être un jour. Favre lui avait offert un café. Il avait dit oui cette fois. Et il l'avait bu. Thomas Morel avait été interpellé le même après-midi à Lyon, dans les bureaux de son cabinet, en présence de 3 employés qui avaient assisté à la scène. Selon les informations que Marc avait recueillies dans les jours suivants, il n'avait rien dit au moment de l'interpellation. Il avait juste regardé les officiers avec l'expression de quelqu'un qui calcule, et dont le calcul, pour la première fois en longtemps, tombe dans le rouge. Édouard Vernet, cité dans la plainte comme ayant facilité la mise en contact initiale, avait été convoqué pour audition le lendemain. Maxime avait appris par la suite qu'il avait immédiatement mandaté 2 avocats et déclaré ne savoir ni de quoi ni de qui on lui parlait, ce qui, selon Favre, était exactement ce qu'on dit quand on sait très précisément. Maxime avait vu Isabelle 2 jours plus tard, lors d'un bref face-à-face organisé en présence de leurs avocats respectifs. Le sien était Favre, le sien était une femme jeune au regard acéré, qui avait l'air de connaître son dossier, mais de ne pas avoir eu le temps de dormir. Isabelle était assise de l'autre côté d'une table de salle de réunion, dans le même genre de lumière froide que ce matin de mai. Elle était bien coiffée. Elle portait le blazer marine qui lui connaissait. Elle n'avait pas eu de larmes. Elle avait regardé Maxime avec une expression qui n'était ni de la honte, ni de la colère. Quelque chose de plus opaque, plus évaluateur, comme si elle calculait encore, cherchait encore une sortie, un angle. Il l'avait regardé en retour. Il ne ressentait pas de triomphe. Il ne ressentait pas de douleur non plus, pas à ce moment précis. Ce qu'il ressentait était quelque chose qui ressemblait à de la clarté. Une clarté un peu triste, mais précise. Il avait dit d'une voix égale « J'espère que les 140 000 € en valaient la peine. » L'avocat d'Isabelle avait esquissé un geste, mais Isabelle ne l'avait pas laissé parler. Elle avait regardé Maxime une dernière seconde, puis elle avait baissé les yeux sur la table. Ce n'était pas une capitulation, c'était une fin de calcul. Maxime s'était levé. Dans les semaines qui avaient suivi, les conséquences s'étaient déroulées avec la logique mécanique des procédures. La brigade financière avait remonté, grâce aux éléments fournis par Maxime et Marc, plusieurs flux de fonds liés au cabinet Morel. L'AMF avait ouvert une procédure formelle. 2 autres clients de Morel, des investisseurs qui avaient été lésés dans des placements présentés comme sécurisés, avaient porté plainte dans la foulée, consolidant le dossier. Isabelle avait été mise en examen pour faux en écriture privée, tentative d'abus de confiance et complicité dans une escroquerie en bande organisée. La peine maximale encourue pour ces chefs était de 7 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende. Morel avait été mis en examen pour les mêmes chefs, plus ceux liés à la gestion non déclarée. Son cabinet avait été mis sous séquestre dans les jours suivant l'interpellation. Vernet avait bénéficié d'un non-lieu provisoire, mais la presse économique avait relayé son nom dans les comptes rendus du dossier et son groupe avait perdu en quelques semaines plusieurs partenariats importants. Maxime avait récupéré son appartement.
Techniquement, le sien seul, Isabelle n'étant jamais légalement devenue copropriétaire de quoi que ce soit, et avait passé un week-end à le vider de ce qui lui appartenait à elle. Ce n'avait pas été un moment de satisfaction particulière. Il avait fait des cartons avec la même méthode qu'il apportait à toute tâche logistique, trier, organiser, prévu un transport. La brosse à dents avait terminé dans la poubelle avec une vingtaine d'autres objets qui avaient appartenu à une vie qu'il était en train de clore. Il avait gardé les clés, les siennes, pas celles qu'il lui avait données, qu'il avait récupérées lors d'un échange formel entre avocats. Il les avait tenues dans sa main un moment, dans le couloir vide. Puis il avait posé ses propres clés sur la table de l'entrée, était sorti, avait fait changer la serrure le lendemain matin. L'été avait été calme. Ses deux associés savaient l'essentiel. Maxime leur avait dit ce qui était nécessaire, pas plus. Et ils avaient soutenu sans dramatiser ce qui était exactement ce dont il avait eu besoin. Son cabinet avait maintenu ses performances. Il avait pris une semaine de vacances en août, seul dans une maison louée en Ardèche, sans réseau Wi-Fi, avec des livres et des routes de montagne. C'était la première vraie pause qu'il prenait depuis des années. Il avait marché beaucoup, il avait dormi, il avait pensé. Pas à Isabelle spécifiquement, mais à la question sous-jacente qu'elle posait. Qu'est-ce que tu as voulu voir, Maxime, que tu n'as pas vu? Il n'avait pas trouvé de réponse entièrement satisfaisante. Il s'était dit que c'était peut-être normal, que certaines questions continuaient d'exister même après que les réponses immédiates avaient été données. En octobre, il avait reçu un appel d'Antoine, l'ami de Vincennes, celui dont la femme avait mentionné Lyon ce fameux dimanche de mars. Antoine lui avait dit, avec une gêne sincère, qu'il ne savait comment formuler ça, mais qu'il y avait une femme, une amie de Sarah, pas du tout dans le monde de la finance, architecte, drôle et un peu bizarre d'une façon agréable, qui devait absolument éviter de se retrouver dans la même soirée que lui, parce qu'elle était convaincue qu'elle l'apprécierait beaucoup trop et qu'elle avait trop de travail pour l'instant pour se permettre d'apprécier quelqu'un. Maxime avait ri. C'était la première fois qu'il riait de quelque chose depuis un moment, et il avait noté mentalement que c'était un signe qu'il allait mieux. Il avait dit à Antoine de transmettre à cette personne qu'il était lui-même très occupé et qu'il ne voyait pas pourquoi ils se rencontreraient. Antoine avait répondu « Parfait, je lui dis ça et vous vous retrouverez à notre dîner de novembre. » La procédure judiciaire suivait son cours. Favre lui avait expliqué que ça prendrait plusieurs mois avant le procès. C'était la nature des dossiers financiers, complexes à instruire, multiples parties. Maxime l'acceptait. Il n'était pas pressé. Il avait ce qu'il voulait, ses comptes, son cabinet, l'intégrité de ce qu'il avait construit, et la certitude que les personnes qui avaient cherché à y mettre la main rendraient des comptes devant un tribunal. Ce n'était pas de la vengeance, c'était simplement la fin normale d'une tentative d'escroquerie. Un soir de novembre, il était rentré chez lui après une longue réunion, avait accroché son manteau, traversé le couloir jusqu'à la cuisine. Il avait ouvert le réfrigérateur, raisonnablement bien rempli pour une fois, il avait cuisiné le week-end, et il avait préparé un dîner simple. Dans l'appartement silencieux, il y avait le bruit de la casserole sur le feu, le bruit de la rue en dessous, le bruit ordinaire d'une vie qui continuait. Il avait posé son assiette sur la table, s'était assis, avait mangé en lisant. Pas un article de presse sélectionné par quelqu'un d'autre, mais un roman qu'il avait commencé en Ardèche et qui n'avait pas encore fini. La nourriture était bonne, la lumière était celle qu'il avait choisie. La clé dans sa poche était la clé d'un appartement dont il était le seul à connaître la serrure. Il avait posé son livre, regardé la table, la lumière, la fenêtre. Il avait pensé à son père et à sa formule sur la rigueur et la liberté. Peut-être avait-il pensé que la liberté ressemblait parfois exactement à ça. Une table mise pour un, de la nourriture correcte,
une porte dont on possède seul la clé. Il avait fini son repas. Il avait débarrassé. Il avait posé les clés sur la table de nuit avant de dormir. Légère, métal froid, irréfutablement sienne.